Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et aujourd'hui, dans cette émission, la fin de l'aventure Paris 2024. La flamme des Jeux paralympiques s'est éteinte hier soir au Stade de France à l'issue d'une cérémonie de clôture placée sous le signe de la fête et de la joie des Olympiades couronnées de succès dont l'ambiance va manquer à beaucoup de Français. Eux qu'on avait quand même entendu râler pour certains ces derniers mois. Sous la pluie, mais dans la joie, à nouveau, la boucle est bouclée, la flamme des Jeux s'est donc éteinte. Il y a quelques heures, après 10 jours d'une compétition de tous les records, à commencer par celui de l'équipe de France, qui au tableau des médailles affiche 75 récompenses, dont 19 en or. Et avec cette Olympiade, c'est la fin de l'aventure Paris 2024. Du JO bashing à la JO nostalgie, c'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui, avec moi jusqu'à 10h45 sur ce plateau. Nelson Montfort, Christophe Dansette et Axel May. Bonjour messieurs et bienvenue Bonjour. à tous les trois. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Nelson Montfort. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur ce plateau, journaliste France Télévisions, bien connu des Français et des événements sportifs. 15 Jeux olympiques à votre actif. Que vous racontez dans Mémoire olympique qui est sorti chez Michel Lafon. Et vous nous avez fait vivre sur les antennes de France Télévisions les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques au mois de juillet. Bref, un été très sportif. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Vont nous accompagner aussi jusqu'à 10h45, vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous avez suivi les JO, vous, d'un point de vue et personnel et professionnel, et on verra bien sûr avec vous plutôt le volet éco, parce que c'est votre casquette à vous de ces JO. Quel bilan, quel avenir pour les structures des Jeux, c'est important. Quel héritage aussi. Et puis Axel May est là aussi. Bonjour Axel. Bonjour. Journaliste spécialisé notamment dans le sport. Vous allez bien sûr aussi nous raconter vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs. Avant qu'on regarde quelques images de la cérémonie de clôture hier soir au Stade de France qui s'est transformée en boîte de nuit géante sous la pluie, à nouveau décidément pas de bol. Une question à vous poser à tous les trois. On commence avec vous Nelson. Si vous deviez qualifier en un mot ce qu'on a vécu à Paris, non pas que les 10 derniers jours, mais tout cet été, ce serait lequel ? J'aime beaucoup votre titre, JO-stalgie. Donc je ne sais pas s'il faut dire nostalgie, parce que ça c'est un mot d'aujourd'hui, mais sinon inattendu. Inattendu dans le bon sens du mot. C'est difficile de répondre en Et vous un allez seul nous mot, raconter ouais. pourquoi Axel, un mot pour qualifier cet été olympique. Deux mots, parenthèse, enchanté. Parenthèse enchantée. Ah, ça c'est très joli. Et vous Christophe ? Moi aussi c'est deux mots, joie retrouvée. Voilà, joie retrouvée, parenthèse enchantée, effectivement, et qui s'est clos hier soir avec une petite poussière dans l'œil pour certains au Stade de France. Cérémonie de clôture baptisée en hommage à Ernest Hemingway. Paris est une fête que nous résume en images Pierre Leduc. Un bouquet final multicolore au-dessus du Stade de France, marquant le terme d'un été olympique. Le drapeau paralympique a été transmis à Los Angeles, qui accueille dans 4 ans les prochains Jeux d'été. Les 4400 para-athlètes qui ont émerveillé le public pendant 12 jours se sont réunis une dernière fois. Une ultime fête aux sonorités électro, avec pas moins de 24 DJ. C'était extraordinaire, super sympa, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit de l'électro. Et on a vu défiler tous les DJ qu'on voit en club quand on sort et tout, donc super, vraiment génial. Ah oui, c'était super, on est ravis. C'était incroyable. Bien sûr qu'on est triste que ce soit la fin, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que l'esprit des Jeux continue, en tout cas, même si les Jeux sont terminés. Dès qu'on croise quelqu'un, il nous sourit, donc je voudrais que ça reste comme ça toute la vie, moi. Du stade éphémère au pied de la Tour Eiffel au Grand Palais, les sites olympiques parisiens ont souvent autant marqué que les moments de sport. JO et para confondus, plus de 12 millions de billets ont été vendus, dont 2,5 pour les Jeux paralympiques. La France se classe 8e du tableau avec 75 médailles. Samedi, les Bleus ont décroché l'or en cécifoot en battant l'Argentine devant un public conquis. Autre moment fort, la médaille d'or d'Aurélie Aubert en boccia, la pétanque des Paralympiques, une discipline jusqu'ici peu connue du grand public. Mais les larmes de joie de la Normande ont profondément ému les supporters qui lui ont réservé au Club France l'accueil de championne qu'elle méritait. Voilà pour ces quelques images. Nelson Montfort, qui aurait pu croire il y a quelques mois qu'un pays retiendrait son souffle pour une finale de cécifoot France-Argentine. Incroyable.
Oui, ou de boccia. Je pense que si on avait demandé il y a un mois qu'est-ce que c'était que la boccia, les gens vous auraient sans doute répondu une pizza. Donc effectivement, je veux dire qu'Aurélie, même en regardant des images que j'ai déjà vues plusieurs fois, c'est vrai que il y a des petits papillons qui montent parce que incroyable cette fille. Je trouve que c'est vraiment une fille très attachante et qui symbolise, je trouve, magnifiquement ce qu'étaient ces Jeux paralympiques. Mais encore une fois, je reviens sur votre titre du géo-bashing et la géostalgie. Je trouve ça vraiment très très bien et c'est exactement ça. Axel, c'est vrai que pour rebondir sur ce titre, on en a beaucoup parlé bien sûr sur cette antenne ces derniers mois. On avait beaucoup douté non seulement de l'organisation des Jeux paralympiques, mais des Jeux aussi en général. On avait dit que ce serait un enfer en termes d'organisation, que c'était pas le moment, que ça coûtait trop cher, que les Français avaient autre chose dans la tête. Et puis la mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris. Alors, il y a eu aussi un effet assez paradoxal. Si on revient aux Jeux Olympiques, aux JO, avant d'arriver aux Paralympiques, on était quand j'employais le terme parenthèse enchantée, c'est parce que vous preniez les transports en commun. Globalement, il marchait, puis il y en avait plus que d'habitude. La plupart des Parisiens étaient partis en vacances. Vous aviez plein de touristes plutôt joyeux qui découvraient Paris, qui venaient assister aux Jeux. Vous pouviez vous asseoir dans les transports en commun, ce qui n'arrive pas souvent en principe. Une armada de volontaires, des volontaires qui distribuaient des bouteilles d'eau à la sortie du métro. Et du café le matin. À la fin, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on veut avec cette bouteille d'eau et donc, voilà, il y a eu cette parenthèse enchantée, et puis les résultats sportifs qui ont été au rendez-vous. Donc voilà, ça a pris. Mais on a tendance à l'oublier. 1992, Albertville. Alors, c'était pas à Paris, c'était dans les Alpes. Mais il y a eu aussi un succès énorme. Tout le monde parlait d'Albertville. On regardait, c'était pendant les vacances d'hiver, ça devait être. On regardait sur son poste de télévision ces jeux parce que c'était en France. Donc, on a aussi tendance à oublier le passé récent. Mais oui, la mayonnaise a pris largement, je pense, au-delà des espérances de beaucoup. Christophe, il y a peut-être après, Nelson, vous nous raconterez vos souvenirs d'Albertville si vous en avez, mais c'est vrai qu'il y a un mot qui m'a sauté aux yeux, enfin qui m'a saisi quand j'ai eu la chance d'aller voir quelques épreuves, c'est la bienveillance. Et c'est vrai que c'était magnifique, et pas qu'aux Jeux paralympiques, de voir ce public, bien sûr majoritairement composé de supporters français, heureux pour ces athlètes, mais extrêmement supportifs pour des athlètes du monde entier, d'ailleurs qu'ils soient vainqueurs, perdants, qu'ils soient heureux ou malheureux. Et ça, la bienveillance, c'est quand même pas quelque chose qu'on dit souvent du peuple français. Tout le monde souriait, tout le monde se parlait. Et moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est aussi la sécurité, les forces de l'ordre qui, pour beaucoup, venaient de province et qui venaient à Paris et qui se faisaient photographier. Il y avait un vrai amour entre la police et la population. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Vos 15e Jeux Olympiques, Nelson. Été-hiver confondus. Paris 1924. Est-ce que c'était les plus beaux ? Ouais, alors, déjà... vous avez le droit de dire non. Oui, non. Moi, je mettrais ex aequo avec Londres 2012 et peut-être avec Sydney 2000, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler brièvement. Mais puisque vous me demandiez une image, alors moi, l'image que j'ai, outre ce que vient de dire Christophe sur les forces de l'ordre, et là, on va dire presque la fraternisation avec les forces, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des forces encore hier soir, place de l'Étoile, c'est cette image de proximité extraordinaire entre les athlètes et le public. Je veux dire, au Club France, vous aviez des athlètes, je pense à Dupont, le rugbyman, qui s'est quasiment jeté dans la foule. Est-ce que vous imaginez ça d'un footballeur, d'un tennisman? Jamais de la vie. Donc proximité entre athlètes et la foule, proximité entre spectateurs de différentes nationalités, etc. Ce qui fait que c'est vrai que ça a été un partage extraordinaire. Mais encore une fois, je me répète, et pas seulement Mbappé, on l'a vu avec Aurélie hier ou avant-hier soir. Je veux dire, c'est le public et c'est exactement de ça dont le sport a besoin aujourd'hui. Les sportifs internationaux, les tennismen, les footballeurs, n'en parlons même pas, ça vous fait sourire, sont éloignés totalement du public. Ils sont vraiment... Parce que là, c'était merveilleux. Et encore plus, Axel, pour ces Jeux paralympiques, il y a eu quelque chose de magique qui s'est créé autour des athlètes, en quinquant pour le triathlon. Je crois que vous y étiez, Christophe, et c'était magique. Des athlètes qui étaient assez peu connus du grand public il y a encore quelques semaines. Très peu connus. Et qui ont vécu, j'imagine, avec leur public, des moments qui resteront inoubliables. Juste tout à l'heure, on parlait des transports en commun pendant les Jeux Olympiques. Et alors, ce qui m'a frappé, moi, pendant les Jeux Paralympiques, je
je parlais des touristes qu'on voyait pendant les JO. Alors les Jeux paralympiques, il y avait le public parisien, les habitants qui étaient quand même revenus, donc c'était plus difficile de s'asseoir dans les transports en commun. Mais on voyait, et ça c'est frappant, on voyait partout des personnes en situation de handicap, que ce soit des athlètes qui revenaient du Champ de Mars, pour prendre le centre de Paris, ou des accompagnateurs, ou du public. Et ça, c'était quand même assez dingue. Jamais je n'ai vu autant de personnes qui étaient en situation de handicap et qui affichaient fièrement cet handicap, avec parfois leur drapeau français, d'autres fois leur drapeau, je dis hollandais, parce qu'ils ont été très forts sur ces Jeux paralympiques. Et concernant puisque c'était votre question, les athlètes paralympiques, ils vous disent tous, on avait l'impression d'être nous-mêmes des stars. Il y en a un qui disait, j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday quand je vais au Club France et qu'on m'acclame comme ça parce que j'ai gagné des médailles, alors que d'habitude, les compétitions paralympiques, il y a assez peu de monde qui vont les voir. Je crois qu'il n'y avait pas de retransmission en direct des Jeux paralympiques, vous me corrigez si je me trompe Nelson, avant 2016, les Jeux 2016, Rio 2016, Londres 2012, il y avait quand même eu quelques retransmissions, mais c'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude de voir ça dans un résumé à minuit au fin fond du câble, tandis que là, effectivement, de 9h du matin jusqu'à 22, 23h, je pense qu'on peut être assez fier de nos retransmissions, et qui en plus, parce qu'il y avait quand même aussi une certaine inquiétude, allions-nous être suivis? Eh bien oui, nous avons, alors évidemment un peu moins que pour les Jeux valide, faut-il dire. On ne sait plus très bien quel terme Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Voilà, exactement. Oui. Mais quand même, les téléspectateurs, sans parler des spectateurs, ont vraiment répondu présent. Et en nombre de billets, Christophe, on le disait, Jeux olympiques et Jeux paralympiques confondus, 12 millions et demi. 12 millions de billets. Et c'est un record, Paris... une médaille d'or devant Londres 2012. Par contre, au niveau des Paralympiques, on est juste derrière Londres. C'est-à-dire qu'on a vendu 9,5 millions de billets aux Jeux Olympiques et 2,5 millions aux Paralympiques. Et pour Londres, c'est 2,7 millions, donc un petit peu plus pour les Paralympiques. On voit le tableau des médailles des Jeux paralympiques. 75 médailles pour la France, dont 19 en or, très loin derrière la Chine, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis. Quoique les États-Unis font quand même beaucoup moins bien aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques. Je ne sais plus ce que je voulais aux Jeux olympiques, ils étaient premiers. Axel, voilà, oui. Ouais. Et si on additionne les deux, je ne sais plus quel site qui s'est amusé à additionner les deux, on est 7e. 7e, puisqu'il y a 15 médailles d'or pour les Olympiques et 19 pour les Paralympiques. Donc on est 7e et à une médaille d'or de la 5e place. Mais Christophe a très justement parlé brièvement des Pays-Bas, ou peut-être était-ce Axel, je ne sais plus. Mais ça, c'est vraiment un pays extraordinaire, parce qu'il y a 16-17 millions d'habitants, 18 millions d'habitants, et que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, ils ont été vraiment d'une performance extraordinaire, avec l'armée orange des supporters. Ouais, bravo à ce petit pays. Sportivement, Nelson, c'était des Olympiades de très grande qualité. Vous qui en avez... Les deux confondus, vous voulez dire? Oui. Ah ouais, vraiment, ça a été sportivement, ça a été juste merveilleux, que ce soit olympique ou paralympique. J'ai juste une petite, parce qu'il faut quand même peut-être apporter juste une petite réserve, si vous permettrez, sur les Jeux paralympiques et notamment l'athlétisme, où je trouve, et d'ailleurs les organisateurs en ont convenu. Si vous voulez, c'est très difficile pour le grand public d'admettre qu'il y ait 29 finales du 100 mètres. Bon, moi, je ne sais pas comment vous avez... Alors, le problème, c'est que trop de médailles... Il y a plusieurs séries pour la même épreuve. Trop de médailles finissent par tuer la médaille. Et encore une fois, les organisateurs en ont convenu, et je pense que pour Los Angeles 2028, il y aura moins d'épreuves. Parce que là, c'est... Pardon. C'est ce que je voulais... Non, je termine là-dessus, parce que là, c'est presque une orgie de médailles. Là, il y a beaucoup plus de médailles dans les Jeux paralympiques que dans les Jeux olympiques. Ça me fait penser, si vous voulez, si je me permets, une petite brève anecdote historique, mais qui va vous faire sourire. Lorsque Napoléon a été couronné en Prusse en 1805, en 1806, il nomme une vague de maréchaux, de généraux qui deviennent maréchaux. Il nomme 14, dont le maréchal Masséna, qui se trouvait être un compagnon d'armes d'avant, le niçois Masséna, et il le croise par hasard aux Tuileries un jour, et Masséna fait la tête. Il dit, enfin quand même, vous devez être heureux, le bâton de maréchal, etc. Et là, il a cette réponse, ce qui devant Napoléon est quand même assez courageux, mais sire, nous sommes 14. Sous-entendu que voilà, s'ils avaient été 2 ou 3, bon, formidable, Ness, Soult, etc. Mais là, 14. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est que trop de médailles, j'ai l'impression que vous êtes de mon avis, finissent peut-être par tuer la médaille, et notamment en athlétisme. 167 podiums. Ouais.
Vous imaginez? Et c'est vrai qu'on assistait à une épreuve des Jeux paralympiques en athlétisme. Beaucoup de podiums se succédaient, ce qui n'enlève en rien, bien sûr. Oui. Mais ça enlève à la compréhension générale, je trouve. Et quand on regarde pardonnez-moi Christophe, mais quand on regarde les chiffres, on est, je crois, autour de 10 000 athlètes olympiques pour les JO. Aux alentours, j'ai plus les chiffres précisément en tête, mais c'est 330 médailles d'or qui sont attribuées. Sur les Jeux paralympiques, vous avez 2 fois moins d'athlètes, 4400 athlètes. Et il y a eu 540 médailles d'or distribuées, donc ça rejoint ce que vous disiez. Il y a moins d'athlètes, plus de médailles d'or, et en plus c'était sur une période plus courte, c'est une dizaine de jours les Jeux Paralympiques. Donc il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et parfois c'est un peu difficile à suivre. Moi je parlais du triathlon que j'ai suivi, c'était pas facile à suivre parce qu'il y avait 1000 épreuves en même temps, pas 1000 mais 10 épreuves en même temps. Donc on savait pas vraiment qui était en tête, quelle épreuve passait à quel moment. C'était pas toujours facile à suivre pour les spectateurs, mais aussi à la télévision. Et pour les commentateurs aussi. Et en rebondissant aussi là-dessus, parce que vous parliez, Pauline, du niveau général, oui, il a été bon, mais il était disparate, ça dépendait quand même des épreuves. Il y a des épreuves où il y avait moins de concurrence que dans d'autres. Et puis, il y a quand même beaucoup d'épreuves où vous faites le premier tour et ensuite vous êtes en finale. Il y avait des finales où il y avait 4 participants. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que le podium était quasi... écrit d'avance. Plus la difficulté pour le téléspectateur. Vous avez eu, j'imagine, à France Télévisions des retours là-dessus, quand dans une même épreuve, je me souviens de qualification en tennis, en arc mixte, tir à l'arc mixte, il y avait d'un côté les Français qui étaient donc l'homme et la femme unijambistes, et de l'autre côté on avait en face les Australiens qui étaient en fauteuil. Donc pour le grand public, lui expliquer que les handicaps sont comparables, c'est pas toujours facile. On a eu aussi cette victoire d'un Français en poursuite. En cyclisme sur piste. Avec ses deux jambes contre un Belge avec une seule jambe. Voilà, reste qu'il y a eu quand même, et c'est important et intéressant, et ça nous ramène à la question que je voulais vous poser. Hier soir, Tony Estanguet, le patron des Jeux, qui a été le meilleur moment peut-être de sa vie, je ne sais pas par rapport à une médaille olympique ce que c'est, mais bon, 80 000 personnes qui vous acclament en disant Tony et en frappant dans les mains, qui a parlé de révolution inclusive. Et ce que je voulais vous demander, Nelson, vous qui avez couvert ces Jeux paralympiques, c'est qu'il y a eu quand même une nécessité de pédagogie faite vis-à-vis du handicap, qui, moi, je ne l'ai jamais entendu à ce point sur le service public en France, et quand même, alors qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, c'est quand même plus qu'important. Alors c'est intéressant parce que les 12 millions de personnes de handicap plus ou moins fort, enfin j'ai plus ou moins élevé, c'était exactement la même chose pour les Jeux paralympiques. C'est vrai que moi j'étais à côté d'athlètes, en plus d'athlètes absolument adorables, je pense notamment à une ou deux coureuses, je ne sais pas encore exactement de quoi elles souffrent. Et ça c'est formidable parce que visiblement d'être admis comme tous, eh bien, c'est la plus belle victoire. Je pense qu'à un moment donné, en tout cas même moi, comme commentateur, j'oubliais le handicap. Est-ce que c'est pas ça la magie de ces Jeux paralympiques? Moi, je suis allée voir, pas pour raconter ma vie, mais le tennis fauteuil à Roland-Garros. Je suis notamment allée voir la finale du double masculin. C'était absolument magnifique dans un ballet qui n'en finissait plus sur la terre battue. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne se tient plus qu'à l'exploit, plus qu'à la force physique qui est devant nous, et on oublie complètement, Axel, le handicap, quel qu'il soit. Oui, alors j'ai l'équipe pour ne pas le citer. Alors c'est pas très représentatif, mais l'équipe a eu le courage quand même. C'est une jolie couverture, mais c'est pas représentatif de ce qu'ils ont fait pendant tous ces Jeux paralympiques. Mais c'était courageux. Ils ont mis, c'était courageux parce qu'il y a le football qui avait repris, et quand on connaît ce que représente le football en termes d'audience, de lectorat, etc., ils mettaient en une à chaque fois les athlètes paralympiques. Et c'est vrai que quand on les regardait, on n'avait pas l'impression qu'on était quand on regardait toutes ces unes, qu'on était sur des Jeux paralympiques. Après, ça dépend quand même, là aussi, sans faire de distinguo, mais il faut quand même en faire un petit peu selon le handicap. Il y a ce Brésilien Gabriel Inzinho qui n'a pas de nageur, qui n'a pas de bras, qui a des jambes raccourcies et qui arrive avec 10 mètres d'avance dans les épreuves de natation, juste en ondulant. Donc là, c'est impossible d'oublier le handicap, mais au contraire, vous dites, mais comment fait-il? Ou Matt Stutzman, cet archer américain qui a été médaille d'or, médaille paralympique, et qui n'a pas de bras et qui tire avec la bouche et les pieds. Donc là, évidemment, impossible d'oublier le handicap, mais on se dit, waouh, on ne peut être que émerveillé par ce qu'ils font.
Une fois qu'on a fait ce constat de la réussite de ces Jeux, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? J'entendais Michael Jérémiaz, champion paralympique de tennis fauteuil, dire hier à la radio, si on ne fait rien de ce qui s'est passé là pendant 10 jours, on n'y arrivera jamais en fait. S'il n'y a pas plus porteur, voilà, qui a porté la flamme olympique aussi pendant la cérémonie d'ouverture, il n'y a pas plus porteur qu'un événement comme ça. Si on fait rien de ça, si demain Nelson a un enfant qui est en fauteuil roulant ou à qui il manque un bras, ne peut pas aller dans le club de foot en bas de chez lui et dire bah en fait moi je veux jouer, on va pas y arriver quoi. Oui, alors si c'est ça, c'est vraiment terrible, parce que ça voudrait dire que l'héritage n'aura servi à rien. Moi, je pense que, enfin, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'au contraire, déjà les rampes d'accès, tout ceci va être quand même beaucoup facilité. Puis je ne vois pas aujourd'hui un club dire non à un enfant handicapé de s'inscrire dans son club. Je le vois même. Ou alors vraiment, c'est oui, encore faut-il avoir les infrastructures. C'est une question d'argent. Christophe, je crois que vous disiez, pardon, Nelson, allez-y, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi beaucoup évidemment des parents, parce que les parents doivent déjà les parents des enfants qui ne souffrent pas de handicap. En États-Unis, il y a un terme qui s'appelle hockey mom. C'est un terme générique. Hockey mom, c'est les mamans qui accompagnent leurs enfants au hockey. Mais évidemment, c'est beaucoup plus que le hockey. Où sont les papas? Ça dépend, ou les papas, etc. Mais on dit mom, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est comme ça. Mom and dad, voilà. Mais ça, c'est extrêmement important, parce que s'il n'y a pas de transport, les transferts, etc., c'est la clé. Et je dirais que pour le sport handicapé, c'est encore plus la clé. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui un club, ou alors ce sont des monstres, je veux dire, de dire non à un enfant handicapé pour s'inscrire dans un club. Christophe, je crois que vous aviez un chiffre, c'est vous qui nous en parliez tout à l'heure, peut-être pas, hein, du nombre d'inscriptions. Alors ça ne concerne pas les handicapés, ça concerne l'ensemble des licenciés. Et depuis le mois de septembre, eh bien, il y a beaucoup de clubs qui croulent sous les demandes, les clubs de judo, les clubs de tennis de table notamment, qui nous ont fait vibrer pendant les Jeux avec Teddy Riner, avec les frères Lebrun pour le tennis de table. Et c'est 25% de licenciés en plus. Et ça, c'était aussi l'un des objectifs de ces Jeux avant, c'est-à-dire d'essayer de remettre les Français au sport. Il y a eu tout un budget, il y a eu 1,2 milliard d'euros qui ont été consacrés au sport, qui était devenu grande cause nationale. L'idée maintenant, c'est que ça continue. Est-ce qu'on deviendra, Axel, une nation de sportifs à l'issue de ces Jeux ? Alors, je ne sais pas si on l'a jamais été, une nation sportive, donc ça serait bien effectivement de commencer à le devenir. Mais après, il y a des enjeux. Quand Nelson parlait des États-Unis, les campus universitaires où on fait à la fois, comme Léon Marchand, qui est de fait, il est obligé, pour devenir performant, d'aller s'entraîner aux États-Unis, où il est à la fois à l'université et où il suit son parcours sportif. Donc, on a encore beaucoup de retard là-dessus. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Sans doute un petit peu. Sur le handicap, là où j'ai un petit bémol quand même, on va dire que j'en veux au transport. Enfin, je parle tout le temps des transports publics, mais ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Oui. Aujourd'hui, vous prenez le métro Gare-Montparnasse, la ligne 6, il y a des escaliers si vous êtes en fauteuil roulant, il y a des escaliers, ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer, et une fois que vous êtes dans le métro, une fois sur deux, il n'y a pas d'ascenseur ou d'escalator pour... Long est encore le chemin. Le chemin étant... On a des infrastructures qui sont très anciennes, donc il faut que ça aille, à son rythme. Sur les trottoirs, vous prenez les trottoirs, comme il y a quelquefois des travaux, le trottoir, quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est compliqué de suivre un trottoir en fauteuil roulant. De votre expérience des Jeux, Nelson, est-ce que vous diriez qu'il y a, dans les différents pays où se passent les Jeux, un effet jeu sur la pratique sportive à l'issue des Jeux? Alors, est-ce que ça dure quelques semaines et ceux qui font du footing le dimanche se disent « Allez, je reste dans cette énergie-là et je vais courir au max » et après, ça fait pchit, ou il y a vraiment quelque chose qui se passe? Alors, à Londres, qui est une ville que je connais bien, que vous connaissez tous, incontestablement. Mais de toute façon, que Londres, Christophe donnait une statistique, était en tête des entrées, c'est ça, des billets pour les Jeux paralympiques ne m'étonne pas. Je veux dire, c'est là, qu'en 1948, les premiers Jeux ont eu lieu. Enfin, c'était très très restreint évidemment, mais il y a dans l'état d'esprit de nos amis britanniques une vraie ferveur, un vrai investissement pour les Jeux, pour les paralympiques de façon générale et pour les personnes handicapées de façon particulière. Vraiment, Londres 2012 et la suite, mais en fait, il n'avait pas attendu Londres 2012 pour être très investi là-dedans. Et ce que vous disiez, Axel, sur la gare Montparnasse, ça c'est
c'est tout à fait vrai. En plus, cette gare-là, que je connais bien, elle est vraiment en hauteur. Là, il y a beaucoup d'escalators, etc., ou d'escaliers pour accéder au quai. Et là, il y a encore beaucoup de travail, c'est vrai. Montparnasse, c'est un exemple très intéressant. Mais peut-être effectivement quelque chose s'est passé dans l'inconscient collectif, dans la narration collective aussi vis-à-vis du handicap. Pour revenir sur les Olympiades en général, Christophe, sur l'héritage, alors c'était les premiers Jeux, on le rappelle, organisés en ville, dans la ville, au cœur de la ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Paris va faire de cet héritage? Alors il y avait tout un tas d'infrastructures qui étaient éphémères, qui n'étaient pas destinées à rester. Je pense au stade à la Concorde, devant la Tour Eiffel, devant les Invalides. Tout ça, ce sera démonté dans les prochains jours, si c'est pas déjà commencé. Et puis, il y a quelques infrastructures qui vont rester, et en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a pas la piscine, mais le cercle nautique. Le centre aquatique. Le centre aquatique. Ouais. Le centre aquatique près du Stade de France. Il y a l'Arena de la Chapelle, qui sont deux stades qui vont rester, qui vont continuer à fonctionner soit pour une équipe de basket ou d'autres événements, des concerts notamment. Pour le centre aquatique, ce sera du sport quotidien pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a les deux villages qui ont été construits, le village des athlètes et le village des médias, qui, eux, vont perdurer en tant que logement, particulièrement. 2800 logements construits qui vont être aménagés dans les prochains mois, d'ici l'année prochaine, pour le village des athlètes, qui se trouve sur 3 communes, à Saint-Denis, à Saint-Ouen et à l'île Saint-Denis. Et puis, pour le village des médias, c'est 1500 logements. Ça fait au total un peu plus de 4000 logements. En grande partie des logements sociaux, plus de 25% de logements sociaux, des bureaux, des commerces, un hôtel également. Tout ça pour vitaliser peut-être ce département qui est le département, il faut le rappeler, le plus pauvre de France. Et qui s'est retrouvé au cœur de ces Jeux de Paris. On va continuer à évoquer l'héritage des Jeux de Paris et des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques juste après la pause. Vous êtes dans Parlons-en, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. – 10h30 ici sur France 24 et à Paris. Vous êtes dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et aujourd'hui, on prend le temps de clôturer ensemble cet été olympique à Paris et un peu partout en France, alors que la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques a eu lieu hier soir au Stade de France. On en parle avec Nelson Montfort. Rebonjour. Voix et visage bien connus des Français, journaliste à France Télévisions. C'était vos 15e Jeux olympiques, Nelson, et vous racontez, mais pas du tout, vous racontez certains. Été, hiver confondu. 1896 à Athènes, c'est là où j'ai commencé. Et vous racontez vos souvenirs dans Mémoire olympique, qui est sorti chez Michel Lafon. On a quelques archives à vous montrer dans un instant, Nelson. D'ailleurs, on est aussi avec Axel May du service sport. Bonjour Axel. Et Christophe Dansette du service éco. On évoquait l'héritage des Jeux juste avant la pause. Nelson, il y a, on le sent à Paris, une espèce de frémissement et des Parisiens qui voudraient s'accrocher à la vasque olympique, aux anneaux olympiques et qui ne veulent pas les voir partir. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que la vasque olympique reste à Paris, alors pas forcément aux Tuileries mais ailleurs, que les anneaux restent sur la Tour Eiffel comme le veut Anne Hidalgo? Alors, les anneaux sur la Tour Eiffel, je suis un petit peu plus partagé parce que, bon, c'est une fête, etc. À ma connaissance, il n'y a pas dans d'autres villes de souvenirs comme ça. À Londres, en tout cas, il n'y en a pas. À Sydney, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Mais voilà, je pense que les plus beaux souvenirs sont ceux que l'on emmagasine. On n'a pas besoin en plus de symboles, etc. Mais la vasque, c'est autre chose. Parce que là, d'ailleurs, le titre de nos confrères de l'équipe, qui visiblement apprécient beaucoup le groupe américain des Doors, parce que c'est vrai que c'est en plus une chanson merveilleuse interprétée par Jim Morrison, The End. Alors là, effectivement, je trouve d'éteindre cette vasque-là, moi, c'est rien que d'en parler, je trouverais ça singulièrement dommage. En plus, je pense pas que techniquement, ça soit impossible. Après tout, on a une grande roue. Voilà. Je passe pas la place qu'elle prend. Je trouve que cette vasque, elle pourrait rester. En tout cas, pendant 4 ans, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose qui s'est passé autour de la vasque et je crois que ces concepteurs ne s'y attendaient pas. C'est que c'est devenu, au fil de l'été, un espèce de point de rendez-vous des Parisiens. Pour y avoir été samedi soir, c'est son dernier envol parce que hier soir, ça a chiqué à cause de la météo. Les gens ont attendu 2 heures dans un vent pas possible que la vasque s'élève en chantant même la Marseillaise. Donc il s'est passé quelque chose, Christophe, autour de cette vasque incroyable.
Oui, il y avait du monde tout le temps. Moi, j'ai pas eu la chance de la voir s'envoler. C'est vraiment quelque chose que je regrette. Mais quand vous m'avez dit qu'il fallait attendre 2 heures parfois pour la voir s'envoler. Il fallait être tenace, mais les Parisiens, parfois, ça va être... mais il y avait du monde absolument tout le temps. Et au niveau des photos, c'était hyper photogénique. C'était magnifique. Superbe. On est en ligne. Est-ce qu'on est en ligne? On n'est pas en ligne, non. Axel, vous l'avez vu, vous, cette vasque? Vous pensez qu'elle doit rester, cette vasque olympique? Oui, c'est sûr que elle a été innovante, parce que c'était aussi, tout à l'heure on évoquait Tony Estanguet, ça a été l'un de leurs maîtres mots, essayer d'innover pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Et en soi, elle n'était pas dans un stade, la conception est innovante. Et quand il y avait du monde, particulièrement pendant les Jeux olympiques, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens, moi j'ai vécu ça, qui n'avaient pas de billets pour les Jeux, et ils se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre un billet, même si c'était gratuit, il fallait quand même s'inscrire pour aller voir cette vasque. Donc ils avaient l'impression de participer à leur manière au jeu. Je rejoins assez ce que disait Nelson. Ça serait pas mal qu'elle puisse rester, à titre personnel, ça serait joli jusqu'en 2028. Après les anneaux olympiques, j'aurais envie de vous dire, pourquoi on ne parle pas des agitos qui sont sur l'Arc de Triomphe à ce moment-là, parce que les héritiers de Gustave Eiffel, de toute façon, ont dit qu'ils ne voulaient pas que ces anneaux restent sur la tour. Je crois que fin de cette histoire. On va retrouver, on est en ligne avec Arnaud Assoumani. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour dire toute la vérité, Arnaud, vous deviez être avec nous sur ce plateau, mais je crois, Arnaud, que la fête a été trop belle. Hier soir, double champion du monde de saut en longueur, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 2008 à Pékin. Vous avez fait les Jeux paralympiques de Paris 2024 et je crois que vous les avez bien fêtés hier soir au Stade de France. Alors, au Stade de France, on était avec toute l'équipe de France, comme tous les autres athlètes participant aux Jeux paralympiques pour la clôture, qui était une très belle clôture. Et c'est vrai que le moment peut-être le plus fort, ça a été lorsqu'on a été accueillis sur la scène du Club France par des milliers de personnes extrêmement excités, extrêmement heureux d'être là, avec beaucoup de sourires et énormément d'émotions aussi dans leur... C'était la fête, mais on avait moi j'ai été ému par l'émotion en fait des personnes qui étaient présentes, qui je pense se disaient symboliquement là ça y est c'est la fin, mais qui en plus en fait ont énormément vibré pendant ces Jeux paralympiques et on a reçu des témoignages d'une puissance assez incroyable en fait en retour de ces Jeux paralympiques. Vous vous attendiez pas à un tel engouement? Alors moi, je suis un des athlètes avec Michael Jeremias, avec certains autres, on n'était pas beaucoup, à être réellement présent depuis la période de candidature en 2015 et donc d'avoir passé un petit peu toutes les étapes. Antonin Keita, qui était notre magnifique porte-drapeau, était présente à Lima également, Teddy Riner aussi. Et parce qu'on avait vécu justement d'autres Jeux paralympiques, parce qu'on avait vécu et vu ce qui s'était passé à Londres en 2012, on savait pourquoi on militait, on savait pourquoi, entre guillemets, on se battait, on donnait énormément d'énergie, parce que tout ce qu'on disait, c'est, entre guillemets, ce qui s'est passé. Sauf que ça a dépassé nos espérances, ça a dépassé les espérances de Paris 2024. Et lorsque, du coup, j'avais une formule que j'ai donnée en interview, c'était « Venez vous prendre la plus grande claque positive de votre vie ». Vous voulez les retours qu'on a du public, des volontaires, même des personnes qui travaillent pour les sponsors, même des médias, de tout l'écosystème sportif, et nous, des athlètes, on s'est tous pris une claque monumentale, mais hyper positive, et ça fait du bien parce que on en a besoin aujourd'hui, et maintenant il va falloir construire et continuer l'héritage par rapport à cet événement qui a marqué l'histoire, vraiment. Ouais, sur l'héritage, on va y revenir bien sûr. Pour parler de vous et de votre performance, vous êtes arrivé 5e du concours de la longueur, mais vous dites précisément que cette très grosse claque positive vous a permis de dépasser la déception. Oui, parce qu'il y a la déception personnelle et sportive, parce que comme tous les athlètes qui sont présents, l'énergie qui est dépensée, les sacrifices pour un jour, pour un événement, et c'est un engagement de vie total. Moi, je fais une mauvaise performance, il y a différentes explications, alors que j'étais très content de toute la progression sur les 3 années, sur
cette année et les 3 places étaient accessibles. Donc cette déception, c'est moi qui la vis seul en réalité. Je suis le seul à être triste. Mon entourage est fier. Toutes les personnes qui étaient présentes, les amis, il y avait une école, Saint-Éloi, ils se sont dit non, mais on va pas à l'école. En fait, on va tous au Stade de France. Ils étaient 150 avec les parents d'élèves, le public, les inconnus, ceux qui découvrent. On avait un soutien en tant qu'athlète français qui est quand même incroyable, qui a été juste hallucinant. Et tous ces témoignages, encore une fois, et tous les retours, et le changement de regard que ça opère sur le handicap, sur la différence, le coup de projecteur que ça permet de donner sur tout un tas de sujets dont on n'entend pas parler ou pas suffisamment parler sur l'accessibilité, que ce soit pour les hébergements, les transports, les études, le travail. On a parlé énormément d'humain aussi, on a parlé de vulnérabilité, on a parlé de choses qui nous concernent toutes et tous. Et donc, bien évidemment, moi, je suis reparti pour Paris 2024 pour ça. Je me suis auto-proclamé un des porte-parole du mouvement paralympique parce que c'est un levier extraordinaire pour faire avancer les choses. Arnaud Assoumani, on est avec Nelson Montfort sur le plateau qui voulait vous poser une question. Que je salue. Bonjour, bonjour Arnaud. Non, je ne sais pas si c'était avec vous ou une autre, un ou une autre athlète qui m'avait dit cette réponse. Habituellement, je cours ou je saute devant 40 personnes. Là, je saute devant 40 000. D'ailleurs, 40 000, c'est même un chiffre un petit peu en dessous parce que je crois même que pour le matin, pour les qualifications, Arnaud doit s'en souvenir, il y avait 60 000 et pour les finales le soir, 70 000. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que, malgré votre grand âge, vous êtes un jeune homme, est-ce que ça vous donne envie de poursuivre? Alors, j'ai eu la chance, ça m'est déjà arrivé. Alors déjà, on fait de l'athlétisme, donc on peut être dans un stade où potentiellement il y a beaucoup de monde. À Pékin, lorsque je gagne ma médaille d'or, le titre, il y a 90 000 spectateurs. Ce ne sont pas vraiment des spécialistes et on ne sait pas, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment si les gens avaient été forcés à venir pour montrer au monde entier que la Chine savait organiser des jeux et des grands événements. Donc il y avait un lobbying politique assez important à ce moment-là. Londres 2012, c'était incroyable. Il n'y avait pas un siège de vide sur tous les sites pendant les Jeux paralympiques. C'est il faut avoir l'événement avant les Jeux de Paris 2024 qui a eu la plus forte affluence. Il y a eu une affluence plus importante pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Ça n'était absolument jamais arrivé dans l'histoire. Et je ne sais pas si on a réussi à reproduire cet exploit en France. Mais il est vrai que pour la plupart des athlètes et la plupart des sports, et ça c'est vrai aussi pour les sports olympiques, quand vous faites du badminton, il n'y a pas nécessairement autant de personnes que dans la salle de l'Arena à Paris. Pour le tennis de table, c'est un petit peu pareil. Donc là, forcément, vu qu'on bénéficiait des mêmes sites que pour les Jeux olympiques, d'avoir un public acquis à notre cause ultra présent. Et j'ai fait la finale du CC Foot qui était juste extraordinaire et une dramaturgie et d'un suspense dingue. C'est incroyable de vivre ça. Je ne sais pas comment les spectatrices et les spectateurs l'ont vécu et comment vous l'avez vécu vous, mais c'était dingue en fait. Ah ben on l'a très mal vécu, on l'a mal vécu nerveusement. On a perdu, je pense, 2-3 points de vie au cours de cette finale France-Argentine de CC Foot où les Bleus ont gagné. On le disait tout à l'heure avant que vous arriviez virtuellement, Arnaud. On entendait hier Michael Jérémias, que vous connaissez bien et dont vous parliez tout à l'heure, champion de tennis fauteuil, dire que si on ne faisait rien de ce qui s'était passé là ces 10 derniers jours, on n'y arriverait jamais sur les questions d'accessibilité et d'inclusivité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous pensez que là, il y a vraiment quelque chose, c'est maintenant quoi, que tout se joue? C'est totalement maintenant, puisque ces Jeux paralympiques, c'est un catalyseur. C'est un moment qui permet de mettre, encore une fois, les projecteurs sur tout un tas de sujets qui nous concernent en tant que société, qui concernent des millions de personnes qui sont discriminées parce que le handicap, pour la 6e année consécutive, est le premier critère de discrimination en France. Beaucoup de gens réellement découvrent un petit peu tout ça, parce qu'ils n'en entendent pas forcément parler, même si on a l'impression que les choses avancent beaucoup, parce qu'on parle beaucoup du handicap. Mais c'est pas parce qu'on parle d'un sujet que forcément on apporte des solutions. Donc pour l'héritage, mais c'est maintenant, enfin ça a commencé un petit peu avant, c'est les
Paris 2024, c'est la première fois qu'il y a un comité qui réfléchit à l'héritage. Il y a un fonds de dotation impact héritage. Je faisais partie du jury de ce fonds de dotation à titre bénévole. Mais il faut aller bien plus loin. Là, il y a une volonté politique qui doit être clairement affichée. Il y a des moyens qui doivent être mis en place. Le sport, c'est un super catalyseur. Nous, on va permettre simplement de faire que des enfants, des ados ou même des adultes aillent signer dans les clubs. Mais les clubs, il faut qu'ils puissent être accessibles. On appelle ça des clubs para-accueillants. Donc, il va y avoir plus de 3000 clubs formés parce qu'il y a un programme qui est en cours. Mais il faut aller bien plus loin. C'est la même chose pour le remboursement, par exemple, des équipements sportifs pour les personnes en situation de handicap qui prennent du temps parce qu'il faut remplir des dossiers, alors que de manière spontanée, si vous avez envie de faire du sport, normalement, vous allez au club du coin, et si vous êtes en milieu rural à la campagne, ça peut être plus compliqué à des moments, mais si vous avez en plus un handicap, là, ça devient un petit peu mission impossible. Donc ça, c'est un droit, l'accessibilité, c'est un droit fondamental de pouvoir être autonome, de se déplacer d'un point A à un point B, et donc tout cet héritage et ce travail pour la santé publique, l'activité physique et le sport, c'est un des premiers leviers. Et ces jeux, il faut construire là-dessus, d'un point de vue éducatif, pédagogique, financier et social, pour réellement changer les choses pour des millions de personnes et avoir une société plus agréable pour nous toutes. Arnaud, j'ai 2 mini-questions avant de vous libérer. 1, est-ce qu'on va vous voir à Los Angeles? Et 2, est-ce que vous craignez la déprime post-JO? Alors la déprime post-JO, c'est sûr. Je pense que les psys peuvent se régaler parce qu'ils vont être très sollicités. Et pour les Jeux de Los Angeles, je ne sais pas encore. J'ai les championnats du monde l'année prochaine. C'est sûr que je continue parce que je veux terminer sur une note plus positive. Parce que par rapport à tout le travail qui a été fait, Los Angeles, je me suis entraîné au Santa Monica Track Club et puis à San Diego également pendant 2 ans. J'ai des amis de la famille, c'est possible. Voilà, je laisse la porte ouverte en tout cas. Allez, la porte ouverte. Merci beaucoup Arnaud Assoumani d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on va vous voir danser cette semaine au Palais Galliera. Ça s'appelle À l'unisson et j'invite ceux que ça intéresse à regarder sur Internet comment ça peut se passer. Merci beaucoup et bon repos. Vous avez été géniaux. Nelson, est-ce qu'on vous verra à Los Angeles ? Peut-être, après tout, je garde la porte ouverte, un peu comme Arnaud, après tout, c'est mon 2e pays. Merci beaucoup Nelson Montfort d'être venu ce matin nous raconter ces jeux et vos jeux sur France 24. Et vous avez la déprime ou pas après les JO? Il y a un petit moment de décompression en général? Je pense que la réponse est dans la question. Je pense que nous tous, alors ça durera ce que ça durera, mais oui, il y a forcément, après un événement comme celui-là, il y a forcément un petit moment de, oui, je ne sais pas s'il faut appeler ça déprime, mais un peu triste. J'ai beaucoup aimé le géostalgie. C'est voilà, j'ai la géostalgie. Je ne vous cache pas qu'on est rattrapé assez vite par l'actualité sur d'autres sujets. Merci beaucoup Axel May, merci Christophe de m'avoir accompagné pour ce Parlons-en spécial JO. Je crois que la page est refermée à présent. On va passer au reste de l'actualité internationale. C'est le grand format, à tout de suite, et on se retrouve juste après pour le journal de 11h. À tout de suite.